Bien, bonsoir et donc bienvenue pour cette nouvelle rencontre de l'Université Populaire et, puisque nous travaillons avec la Maison du Théâtre, bien sûr, et la Maison du Théâtre qui est partie prenante, non seulement partie prenante, mais qui offre le lieu d'accueil. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Madame Mémy. Ce n'est pas la première fois, puisque vous êtes venue ici il y a, je crois, 3 ans, il y a 3 ans. Bien. Et vous êtes chercheur en sciences sociales, bien, et vous intéressez à ce qu'on appelle la biopolitique, c'est-à-dire sur tout ce qui désigne, n'est-ce pas, la dimension corporelle, bien, la gestion des corps dans la vie sociale. Vous avez d'ailleurs écrit plusieurs ouvrages qui tournent autour de ces questions. Et c'est dans ce cadre que vous étudiez les relations de pouvoir et notamment la transformation des relations de domination dans notre société, enfin dans la société depuis la moitié, en gros, du XXe siècle. C'est en tout cas ce qu'on peut lire dans le document que vous avez. Et ce soir, vous avez souhaité, puisque la demande venait de vous, nous parler du coaching, enfin du coach, phénomène du coach. J'avoue que moi-même j'étais d'abord un peu surpris, mais c'est la preuve de mon ignorance, tout simplement. Bien. Et je me suis donc bien sûr renseigné. Bon, j'ai appris qu'il s'agissait, ça je le savais plus ou moins à travers le sport, de personnes qui sont censées accompagner d'autres personnes pour leur épanouissement personnel, pour également augmenter leur performance. Bon, cela paraît assez évident pour le sport, mais nous assistons à une généralisation donc, de ce qu'on appelle des coachs, du coaching, etc., qui joue un rôle de plus en plus important et qui sans doute ont une relation avec les nouvelles relations de travail, l'individualisation, etc. Ce sera sans doute l'objet, bien sûr, du débat. Également, nous sommes donc dans une maison du théâtre ici, et donc il y a cette conférence a un lien, peut-être pas, enfin si, il y a un lien avec la représentation d'une pièce de théâtre qui sera donnée, je crois, c'est le 28 novembre. La pièce, c'est J'ai un nouveau projet. La pièce a été écrite et sera mise en scène par M. Pisani, qui nous fait d'ailleurs l'honneur d'être parmi nous. Il est venu de Paris pour écouter donc Madame Mémy. Sans doute pourra-t-il d'ailleurs peut-être intervenir. En tout cas, je sais que Madame Mémy a l'intention de parler un peu de cette pièce que vous pourrez bien entendu, et je vous invite à le faire, venir voir donc le 28 novembre, cette fois je ne me trompe pas. Je crois avoir dit, n'est-ce pas, l'essentiel. Je laisse maintenant la parole à Dominique Mémy. Voilà. Merci beaucoup. Alors, comme d'habitude, j'ai donné un titre qui est décalé par rapport à ce que je vais vous faire. Alors, à l'origine, j'étais assez fascinée par les relations entre coach et coaché. Pourquoi? Parce que, comme on y a fait allusion, j'ai travaillé sur... je suis quelqu'un qui, dans le monde social, voit les corps et leur disposition dans l'espace avec une certaine aisance et qui en tire des choses utiles pour la compréhension du monde social, pour aller vite. Bon. Et j'ai appliqué cet intérêt pour ce regard sur les corps, sur plusieurs objets, en me demandant si le fait de s'intéresser aux corps humains, dans la façon dont on en use dans l'espace social ou politique, nous permettait de comprendre des choses. Alors, je vous donne un seul exemple. Il est très intriguant dans nos sociétés développées, où le recours à l'écrit, au numérique, etc., est tellement important qu'on continue malgré tout à manifester physiquement dans l'espace public pour dire son opinion, par exemple. Bon. Voilà. C'est un peu ce type de regard que j'ai en général, et je l'ai appliqué récemment à ce que j'appelle les relations de domination rapprochées, c'est-à-dire des relations de domination sociale où il se trouve que les protagonistes sont en coprésence physique, en me demandant, dans ces cas-là, est-ce que ça nous permet de comprendre quelque chose
sur la domination en général ou sur l'histoire de la domination. Et j'avais pris comme exemple les relations dans la domus, dans le domicile. Donc, les relations parents-enfants, les relations hommes-femmes, et, parce que je trouvais que c'était plus prudent, les relations maître-domestique. Et donc, je viens d'envoyer à l'éditeur un manuscrit, qui vaut ce qu'il vaut, sur qu'est-ce qu'on peut penser des relations de domination sociale quand elles prennent encore aujourd'hui la forme d'un rapprochement physique. Alors, j'ai toute une définition continue, où il n'y a pas beaucoup de coulisses pour les protagonistes, dans un espace relativement clos. Bon, et évidemment, le plus important du livre, c'est d'avoir montré que dans les années 60, cet espace clos s'est ouvert. Il s'est ouvert pour les femmes, il s'est ouvert pour les enfants, il s'est ouvert pour les domestiques, puisque pratiquement, les gens qu'on appelait le personnel couchant ont presque disparu de l'espace du domicile. Ils reviennent maintenant avec ce qu'on appelle les aides à domicile. Voilà. Et donc, j'avais envie de déployer cette curiosité pour un autre type de relation, alors d'autorité et de domination, il faut voir, hein, les termes sont problématiques, mais coaché. Et puis, je me suis déplacée. C'est-à-dire que cette question-là devient un sous-ensemble d'une question qui m'est apparue beaucoup plus intéressante au fond, enfin en tout cas maintenant, qui m'intéresse davantage, qui est, alors je vais essayer de vous la dire de la manière la plus simple possible, c'est à quelles conditions matérielles ou morales et sociales, on peut effectuer une ascension sociale improbable dans les mondes sociaux d'aujourd'hui. Alors, ce que j'appelle une ascension sociale improbable, c'est une ascension que peut effectuer un dominé de l'espace social, c'est-à-dire un pauvre qui va gravir les échelons d'une profession et en gravissant les échelles d'une profession, va gravir l'échelle sociale, l'échelle économique, etc. Donc la question est la suivante, c'est donc à quelles conditions va s'effectuer une ascension sociale donc improbable dans un produit culturel. Donc je vais vous parler de cinéma, ça, je crois que vous l'aviez peut-être que c'était dans le résumé, je ne sais pas, dans un produit culturel particulier qui a pour moi l'intérêt d'être relativement, entre guillemets, relativement populaire, comme le cinéma, en tout cas une partie des œuvres dont je vais m'occuper. À partir de ce qu'on appelle maintenant le tournant néolibéral, d'accord, c'est-à-dire que c'est un moment très particulier. Les films dont je vais vous parler, ils commencent dans les années 80, ou plus précisément, alors, parce que il fallait absolument que ça commence en 76, vous allez deviner pourquoi très vite, ils commencent au milieu des années 70, ce milieu des années 70 représentant pour un certain nombre d'entre nous, mais en France, je n'ai pas vérifié pour les États-Unis, le moment où tous les signaux du passage à un tournant idéologique se mettent en place. Moi, j'ai fait parmi les 8 bouquins là, que j'ai pu faire, il y en a un qui porte sur ce tournant et les petits signaux qui montrent ce tournant. Aux États-Unis, c'est ce qu'on a appelé le reaganisme, c'est les années 80. Bon, mais voilà, il faut que je vérifie, je ne l'ai pas fait, si les choses se font avant l'arrivée au pouvoir de Reagan. Et ça, dans un contexte qui sera le contexte américain, donc voilà, mon corpus se resserre de plus en plus, le contexte américain qui a une caractéristique aujourd'hui, c'est qu'il a été un contexte où la mobilité sociale était relativement importante. J'ai retrouvé un numéro de Population de 1950, de la revue Population de l'INED, de 1950, qui montrait cette forte mobilité, cette évidence pour les Français de la forte mobilité sociale américaine. Et deuxième moment, je passe les étapes de mes lectures, mais deuxième moment, c'est un article de Charles Morin en 2007 dans la revue Alternative économique, que certains d'entre vous, enfin qui est en kiosque, vous devez connaître, et qui s'appelle Mobilité sociale, le mythe américain, et où le résumé de l'entête dit « L'image du self-made man a du plomb dans l'aile, la mobilité est moins forte aux États-Unis qu'ailleurs. » Et où on apprend que la mobilité sociale américaine a clairement marqué le pas de manière très intense, au point que les Américains sont loin derrière aujourd'hui un certain nombre de pays européens, le
Danemark, bien évidemment. Je vous donne l'exemple qui est donné là. Dans le contexte américain, quand un père américain se situe dans le groupe des 20% des plus pauvres, il existe 40% de chances pour que son fils n'arrive pas à faire mieux. Et ce pourcentage devient 25% de chances que son fils n'arrive pas à faire mieux au Danemark, mais aussi 30% en Grande-Bretagne. Donc on voit un paysage américain qui était une espèce de représentation collective de la mobilité, être là rattrapé par un mouvement non seulement contraire, mais qui le met en retard. Bon, donc, un contexte particulier et qui est le contexte américain m'a paru important parce qu'en même temps qu'il marquait le pas du côté de la mobilité sociale, il était un contexte producteur d'une quantité de films mettant en scène cette mobilité sociale très insistante, une production culturelle très insistante. Et évidemment, pourquoi le milieu des années 70 ? Parce que avec 76 apparaît le premier Rocky. D'accord ? Et cette saga des Rocky va regrouper 6 films, de 1 à 6, jusqu'à Rocky Balboa, et également 2 Creed, puisqu'il y a une suite du Rocky, donc ça fait quand même 8 films qui ont l'avantage pour un analyste d'être une production relativement homogène du point de vue des thèmes, plus c'est le même personnage, hein, c'est d'autant plus homogène, très insistant du point de vue des valeurs qui sont mobilisées dans ces films. Et d'autre part, il y a un certain nombre d'autres films qui sont dans l'esprit de ces films-là. Alors, c'est intéressant parce qu'il se trouve que dans les années 70, les États-Unis se sont illustrés plutôt dans des portraits de losers. Alors, si vous pensez à surtout Taxi Driver, donc je sais plus, j'ai oublié la date exacte pour chacun des films, hein, mais Taxi Driver est un bon exemple de ça, mais vous avez aussi Dog Day Afternoon, avec Al Pacino dans le rôle d'un type qui envahit une banque, enfin, rentre dans une banque pour obtenir je ne sais plus quoi d'ailleurs, quelque chose d'assez légitime, de l'argent pour sauver son fils malade, je ne sais plus exactement, et ça va être une négociation de Dog Day Afternoon, une après-midi entière, une après-midi de chien, dit en français, avec le patron de la banque, avec les policiers, etc., pour essayer d'obtenir quelque chose. Bon, et ça finit pas très bien, bon, voilà. De même, vous avez le vol au-dessus d'un nid de coucou, où le héros meurt quand même si l'Indien, lui, s'en sort en balançant un évier sur la séparation de ce qui le sépare du monde extérieur. Bon. Ben, voilà, il y en a plein d'autres, hein, des films des années 70, qui sont des portraits de losers. Les portraits dont je vous parlais sont des portraits de winners. Et à quel point de winners ? Vous allez vous en rendre compte. Il faut absolument gagner, et ils gagnent. Donc, c'est d'autant plus intéressant qu'on a un contexte social particulier et on a une production, au fond, inverse, insistante sur l'inverse. Donc, dans ce contexte-là, je retrouve mon contrat initial, à savoir que la figure du coach, elle prend son sens dans cet ensemble-là. C'est-à-dire qu'on peut se demander pourquoi cette figure sociale, l'autorité sur un individu, prend une telle importance dans ces films-là, alors même qu'elle est présentée à la fois comme très légitime et très souvent abusive. Voilà. Mais finalement, cette question que je me posais au départ, on ne peut y répondre qu'en analysant la question précédente, en faisant l'analyse précédente que je vous propose, à savoir donc ce portrait des conditions matérielles, morales, sociales d'une ascension sociale légitime pour des dominés de l'espace social. D'accord ? De ce point de vue-là, et c'est là que ma référence à la pièce de théâtre qui aura lieu le 28, parce qu'à l'origine, je devais, je crois, commenter la pièce de théâtre un peu comme j'avais fait la dernière fois. Hein. Bon. Et en fait, j'étais en dissonance par rapport à la pièce. Pourquoi ? Parce que la pièce, ce que moi je vais vous montrer, c'est au fond la production d'une croyance. Et la production, ou plutôt l'entretien d'une croyance américaine, sociale américaine. Et c'est vraiment la croyance qui m'intéresse ici, hein, les conditions de la croyance. Alors que Guillermo Pisani, qui va présenter sa pièce de théâtre le 28
novembre. J'ai encore un projet, hein, c'est ça. J'ai un nouveau projet. Vous verrez, si vous venez, qu'on est dans l'inverse. C'est-à-dire ce sont des gens qui vont reprendre l'idée que c'est bien le coach, l'accompagnement, etc. Mais ils n'en croient pas un mot. Donc c'est un dispositif qu'il décrit, qui est un dispositif qui ne tient parce que les protagonistes sont dans un système de duplicité par rapport à ce dispositif. Moi, je suis plutôt du côté d'un produit culturel qui entretient pas la duplicité du tout, mais des formes d'adhésion parfois très naïves à une croyance qui est une croyance en porte-à-faux par rapport au monde social tel qu'il est en train de se développer dans les années 80. Alors, voilà pour l'introduction. Alors, pour que ça ne vous paraisse pas abstrait, vous allez essayer de mobiliser vos souvenirs, parce que je vais vous citer mon corpus, à savoir, au jour d'aujourd'hui, 24 films, donc 14 films où c'est l'athlète, parce que j'ai pris donc que des films où il s'agit de coacher, enfin, l'athlète confronté à du sport, ça peut être de l'art, c'est tout. J'ai pas pris les coachs militaires, parce que là, il y en a énormément aussi, hein, ça m'emportait ailleurs. Mais en gros, c'est l'art, les métiers des arts et le sport. Donc 14 films, de 1976, le premier Rocky, à 1914, Foxcatcher, qui est un film très étrange, et 10 films où ce sont des femmes qui sont coachées, enfin qui sont les héroïnes, dont les 3 films de 2000, qui sont les 3 films de boxe, qui sont les équivalents féminins du Rocky, qui, pendant ce temps, avait déjà produit en 2000, donc de Balboa, c'est 2006, donc il avait déjà produit 5 Rocky, au moment où paraissent les premiers films féminins. Et ce sont les premiers films où je vois des femmes affrontées à une situation où elles ont besoin d'un coach pour s'en sortir. Donc de 2000 à 2017, qui est le film extraordinaire, qui à mon avis n'a pas été vu pris à sa juste valeur, qui est un film absolument terrifiant pour les femmes, qui est Moi, Tonya, qui est l'histoire d'une patineuse artistique. Donc pour que ce soit un peu plus concret pour vous, pensez donc à tous les Rocky que vous avez pu voir, de 1976 à 2006, donc, Rocky 1, 2, 3, etc. Pensez aussi en 1980 à Raging Bull. Alors Raging Bull de Scorsese va être en fait un film intermédiaire entre le film des 60s, 70s, c'est-à-dire un portrait de loser, et les portraits de winners d'après. En fait, il a encore la tonalité des Taxi Drivers et autres Scorsese des années des 70s. Bon. Alors, Fighting, peut-être vous l'avez vu avec Channing Tatum, beaucoup de mal à toujours m'en souvenir, qui est un pauvre gars qui monte, je ne sais plus dans quelle ville, et qui va finir par gagner de l'argent en se battant. Bleed for This, l'histoire d'un petit Italo-américain un peu à la Rocky qui va accepter de souffrir beaucoup pour gagner ses matchs. Un film de surf, Mavericks, Chasing Mavericks, l'histoire d'un petit garçon qui poursuit, d'un jeune homme, d'un ado de 16 ans, qui poursuit la plus grosse vague dans la baie de, je sais plus, j'ai oublié parce qu'on en est trop vu. Et Whiplash, qui est l'histoire d'un jeune homme qui veut apprendre à faire de la batterie, qui est absolument remarquable aussi, et qui a un super... Le coach est absolument effrayant, ambigu, sadique et terrifiant, et en même temps positif. Et enfin, le dernier film du côté masculin, c'est Foxcatcher, qui est l'histoire d'un aristocrate, une histoire vraie, un héritier de très grande famille américaine, décide de coacher toute une équipe de catcheurs. Du côté féminin, c'est les 3 films que vous n'avez sûrement pas vus, puisque j'ai eu un mal fou à me les procurer, de boxe avec des femmes, donc Girl Fight, The Opponent, alors celui-là j'ai toujours pas vu, donc il me manque, mais je l'aurai la semaine prochaine, et Knockout, donc 2000. Un très joli petit film d'une fille qui devient gymnaste, qui s'appelle Stick It, et cette fille qui quitte, chaque fois qu'elle fait un championnat, elle s'arrange à quitter avant la fin. Donc d'où le titre Stick It, accroche-toi ma fille. Un autre qui s'appelle Whip It, qui est une histoire faite par la fille qui jouait dans Juno, Ellen Page, qui veut devenir, sa mère voudrait en faire une
victorieuse dans des concours de beauté. Et en fait, elle préfère alors, comment on appelle ça, le roller, les championnats de roller, qui sont des concours collectifs. Et elle se découvre une vocation pour ça. Un autre film que vous avez peut-être vu, qui est Black Swan, qui est l'histoire d'une danseuse jouée par je ne sais plus qui, mais qui est terrible pour aussi. Cassel, Jean-Pierre Cassel, pas Jean-Pierre, Vincent Cassel et son terrible maître de ballet, son coach. Ça c'est en 2010. Moi, Tonia, en 2017, dont je vous ai parlé, je ferai peut-être allusion. Soul Surfer, que vous n'avez sûrement pas vu non plus, mais qui est une autre surfeuse qui va réussir malgré de gros obstacles. Ice Castle, qui est une autre patineuse artistique. Voilà. Et enfin Blue Crush, qui est un autre film de surf. Bon, voilà. Donc, il y a des choses. Mobilisez ce que vous connaissez, puis je tâcherai de vous raconter ce que vous ne connaissez pas. Alors, dernière chose avant que je vous écrive, cette espèce de représentation de ce qui est crédible, pensable, dans l'univers américain, on va dire, en tout cas des producteurs américains. Je vais vous donner 3 positions possibles qu'on peut tenir face à l'ascension sociale individuelle dans nos sociétés. C'est des positions que j'ai soit trouvées dans certains films récents, enfin en tout cas je trouve qu'ils sont commodes parce que ça va vous permettre de prendre la mesure de ce qu'on va trouver dans le conglomérat là, des films américains. Alors, pardon, je suis désolé. Alors, la première posture, c'est la posture violente que j'ai trouvée dans le dernier film de Kenneth Loach, que je n'ai pas vu, mais enfin qui est très déprimant, où le chef de secteur, enfin celui qui va donner... C'est pas possible. Celui qui va donner au jeune homme là, qui fait des courses, comment on appelle ça déjà, d'être Uber. Son chef qui lui donne des courses, parce qu'il a besoin de survivre, lui dit « Tu peux choisir ton propre destin, et c'est ce qui distingue les gagnants des perdants. » Bon, là, on voit bien l'idéologie pure et dure du winner et du loser, exprimée de manière critique, hein, évidemment, par Kenneth Loach. La version contraire, c'est ce qu'on a appelé historiquement le refus de parvenir. Alors, le refus de parvenir, c'est une notion qui a été à l'origine formulée par Albert Thierry, qui était né en 1881, mort en 1915, intellectuel libertaire, instituteur, syndicaliste, et à qui on doit la première formulation de ce refus de parvenir, et qui écrit notamment, en tout cas il est cité dans un texte post-mortem, « Refuser de parvenir, ce n'est ni refuser d'agir, ni refuser de vivre, c'est refuser de vivre et d'agir pour soi et aux fins de soi, aux fins au pluriel de soi. » Voilà, le refus de parvenir. Et cette idée n'était pas du tout, pas tout à fait nouvelle, puisqu'on trouve chez Élisée Reclus, alors je n'ai pas la date du texte, antérieurement, qui était une espèce de géographe libertaire, il disait « Tant que notre triomphe ne sera pas en même temps celui de tous, ayons la chance de ne jamais réussir. » Et pour garder en tête peut-être un film que vous avez dû voir jadis, c'est le fameux film Saturday Night, Sunday Morning, samedi soir, dimanche matin. Je viens d'oublier le metteur en scène, mais c'est un metteur en scène anglais, vous savez, c'est Hungry Young Men, c'est les jeunes hommes en colère de la génération des 70s, 60s anglais, où le jeune homme il a un talent particulier qui est le talent de coureur, et le directeur de son institution scolaire lui demande de courir au nom de son école et pour son école, et il court, et il est effectivement très bon. Et la dernière image du film, enfin une des dernières images du film, c'est qu'il arrive à la corde et il s'arrête. Et il sait pourquoi il s'arrête. Voilà. Donc, ce thème-là, il existe dans le cinéma, il existe dans les sciences sociales, et il existe dans le monde social. Et pour vous donner une troisième position, la position intermédiaire, je l'ai trouvée dans
dans les bonus d'un film qui est Chasing Mavericks, qui est donc l'histoire vraie de Jay Moriarty, qui est un jeune homme venu des classes populaires, qui a réussi à surfer la plus grande vague, en tout cas à l'époque, de l'histoire. Le film Chasing Mavericks, c'était un film de 2012. Et voilà, qui n'avait pas d'argent. Enfin, ça a été compliqué pour lui de concourir, d'avoir les planches qu'il fallait, d'avoir le coach qu'il fallait, etc. Et le bonus montre son réel coach. Et le coach dit la chose suivante, c'est probablement la chose la plus acceptable dans l'univers actuel. Il dit, et il a les larmes aux yeux quand il le dit, l'histoire de Jay Moriarty représente tellement ce qui vaut pour tant de gens. Il représente story so much what is available to so many people. C'est plus que ça, qui est accessible pour tant de gens. Il venait d'un milieu pas facile, représentant un véritable défi, mais grâce à ses choix et ses désirs, il s'est accompli. Et il ajoute, quand je travaille comme coach, je veille à ce que les coachés, les coachés, comprennent ceci. Tu as un devoir, devenir le meilleur être humain que tu peux. Et Jay, et là il a les larmes aux yeux, et Jay l'a fait. Jay did it. Voilà, ça vous met en appétit sur les positions. Voilà plusieurs types de positions possibles. Et ce qu'on dirait en termes freudiens de position, de formation de compromis possible entre le désir individuel, les interdits sociaux qui sont liés, qui sont un obstacle à ce désir individuel. Alors maintenant, si je vais faire ça en deux temps. Je vais prendre simplement dans un premier temps les films, je dirais la matrice la plus connue, la plus victorieuse dans le cinéma américain, c'est-à-dire les Rocky et autres films autour. J'ai pas mis Ali parce que je l'ai pas encore vu, mais il serait tout à fait dans l'histoire d'Ali, de Mohamed Ali serait tout à fait dans le même paquet. Si on regarde je vais regarder cette matrice et je vais regarder ce que donne la matrice au féminin. Parce que là, on va avoir quelques surprises. Et au féminin, c'est intéressant de le mettre à côté, d'abord parce qu'on va avoir des surprises, mais aussi parce que ce sont des films beaucoup moins connus, qui n'ont pas beaucoup de succès, qui ne marchent pas très fort. Alors, qui marchent relativement fort pour ce type de film, mais pas par rapport à la matrice. Alors, dans la matrice, on a quoi? On a, premier élément, un mélange de réalisme sociologique très fort, quand même, et de mythologie. Alors, le réalisme sociologique, c'est l'insistance vraiment forte sur la modestie sociale des héros. C'est pour ça que j'avais mis dans le tract qui servait d'accompagnement à la venue au théâtre, le fait qu'on était typiquement dans l'histoire des contes populaires où le jeune paysan pauvre se voit donner une aspiration vers un destin consistant à aller décrocher le Saint Graal ou aller prendre la princesse dans le château, la belle princesse dans le château. Là, l'insistance est très forte. Dans Rocky, si vous l'avez vu, le premier, les portraits de ville ont été très appréciés d'ailleurs par les critiques plus bourgeois, parce qu'il y a un portrait très insistant des bas-fonds de Philadelphie, des quartiers, la nuit, du métro aérien, le retour sur le métro aérien. Alors ça, c'est les extérieurs et les intérieurs, l'appartement sordide de Rocky, mais également les salles de sport sont toujours absolument sordides. Et il faut que vous sachiez que, quel que soit le grandissement social de Rocky, il y a toujours un moment où il va revenir dans les salles de sport sordides, ou dans les lieux qui sont des lieux deprived, c'est-à-dire très dépourvus, si vous voulez, de confort, de beauté, de richesse, etc., d'argent objectivé dans les murs, dans les décorations, etc. C'est particulièrement vrai dans le deuxième opus où il a gagné beaucoup d'argent, mais il a tout perdu. C'est très habile de la part du metteur en scène. Il a absolument tout perdu et donc il va être obligé de revenir, notamment dans la salle de sport où il était. Alors c'est toujours, on revient, mais c'est toujours en pire. Et dans la salle de sport, son coach ne veut plus de lui, pour des tas de raisons,
et il va balayer, il va servir de balayeur, et il sera affronté aux crachats et aux humiliations du garçon de salle, et il n'a pas le droit de monter sur le ring, il ne peut même pas satisfaire son envie de parvenir, même de manière ludique sur le ring. De même, ils vont retourner dans l'ancien appartement où il se trouvait. Lorsqu'il va déclarer sa flamme, il va déclarer sa flamme sous le métro aérien à Adriane, donc l'héroïne restera jusqu'au bout, presque. Ils sont obligés donc de revenir dans l'ancien appartement, et même Adriane, qui était une petite vendeuse dans une animalerie, est obligée de retourner travailler dans l'animalerie, et même Stallone, le héros Rocky, va s'exercer, va travailler dans l'abattoir où il avait démontré ses aptitudes à se battre contre des durs, puisqu'il se battait contre des quartiers de viande surgelée. Donc, insistance jusqu'à la fin, jusqu'au Rocky V, où c'est dans la rue que va se faire le dernier combat, sous un métro aérien, jusqu'à les grandes victoires contre le héros, le concurrent soviétique, où on verra Rocky dire qu'il ne peut pas se battre dans les salles agréables et confortables qui sont celles auxquelles il pourrait prétendre, car ça ne serait pas bon pour son entraînement. Et il va aller donc en Sibérie. Il décide d'aller s'entraîner en Sibérie, de se cacher dans un village sibérien et là de couper du bois, de courir dans un endroit, dans ces endroits glacials, et même, ce qui est important, de monter péniblement avec une énorme une bûche énorme sur son dos. Il est en train de nous refaire le coup du calvaire christique. Il monte, certes, mais il faut d'abord qu'il en passe par un calvaire de la pauvreté, de l'obstacle pour s'en sortir. Autre élément de modestie sociale, c'est l'appartenance à des communautés marginales et plutôt stigmatisées. C'est des blacks ou des métis, d'une part. Ce sont, pour la fille, la Knockout, elle est métisse. Non, et l'autre, Girl Fight, ce sont des Chicanos, donc des filles venant de l'Amérique latine. Et évidemment, au mieux, ce sont des Italo-Américains, comme Rocky, mais comme aussi le héros de Bleed for This. Voilà. D'autre part, alors ça c'est plus intriguant, je ne sais pas quoi en faire, donc si vous avez des idées, ça m'intéresse. Il y a une chanson en France, je ne sais pas si vous la connaissez, que j'ai chanté dans mon enfance, c'est un pauvre gars qui s'appelait Armand, l'avait pas de papa, l'avait pas de maman. Bon. Et bien ce sont des pauvres gars qui ne s'appellent pas Armand, mais ils n'ont pas de papa et ils n'ont pas de maman, mais ils n'ont surtout pas de maman. Je ne sais pas pourquoi. Mais 6 sur 14 des films masculins, on va dire, sont sans mère, et 5 sur 9, parce que il m'en manque une, alors je ne sais pas, c'est encore plus net chez les femmes. Elles n'ont pas de mère, la mère est morte, la mère est mauvaise, la mère est partie, souvent. Bon, le père, c'est moins net, donc voilà, je ne sais pas trop quoi en faire, si ce n'est que, alors je pourrais vous citer les films, mais peu importe, si ce n'est qu'il faut vraiment, là on est dans la mythologisation probablement, il faut insister sur le caractère dépourvu du héros. Deuxième grande caractéristique, on a les films, tous ces films véhiculent une idéologie et une morale, malgré tout, autorisante. Alors, en quoi on est autorisé à réussir quand on parle plus de si bas? D'abord, on a un talent inexpliqué, souvent mystérieux, le plus souvent chez les hommes, chez les femmes c'est différent, mais chez les hommes il n'est pas hérité. C'est-à-dire ce n'est pas des gens qui ont hérité biologiquement son talent de boxeur ou de surfeur, etc. Et quand il est hérité, comme dans Creed, où il est effectivement hérité, Creed, en fait, c'est l'histoire du jeune homme qui est le fils d'Apollo Creed, le concurrent de Rocky, mais en fait, il n'a pas vécu avec son père. Le père est mort l'année de la naissance du gamin, et donc ce gamin ne sait pas pourquoi il est bon à se battre dans l'institution pénitentiaire pour gosses insupportables dans laquelle il est plongé. Il ne sait pas. Il a bien hérité quelque chose, probablement. On ne sait pas s'il a hérité ou c'est parce qu'il a appris à se battre au téton, parce qu'il faut se battre dans ce genre d'institution. En tout cas, il n'a pas été socialisé.
alors pour les sociologues, c'est the must. Hein. La reproduction sociale, elle se fait par la socialisation, elle ne se fait pas par la transmission biologique. Eh bien, Creed n'a même pas été socialisé par son Apollo Creed, son champion du monde de père. Les termes employés, c'est voilà, c'est le don naturel, avoir cela dans le sang. J'ai de l'eau salée, dit une surfeuse, dans le sang. Talent naturel, l'instinct, je suis née pour surfer, etc. etc. Il y a une scène absolument extraordinaire dans, c'est pas Blue Crush, c'est dans Soul Surfer, d'une jeune femme qui, quoique manquant d'un bras, va faire passer la plus belle vague de toute la journée parce qu'elle a l'instinct, un instinct extraordinaire, il n'y a plus de vague. Donc elle a perdu en fait. Il n'y a plus de vague et elle attend et elle met sa main dans l'eau et elle est capable, elle, de sentir qu'une énorme vague est en train de se préparer au loin. Voilà. Et voilà la mise en scène du talent naturel et c'est la main qui lui reste en plus. Hein. C'est le reste de nature qui l'autorise à presque gagner, on va y revenir. Deuxième idéologie autorisante, c'est la volontas. Die Macht des Willens, disait, qui d'ailleurs, Nietzsche, je pense. J'ai souvent pensé en regardant ces films que les lectures de Nietzsche que faisaient les jeunes hommes des élites dans la génération de nos parents, l'équivalent, ces films-là sont une espèce d'équivalent structurel pour des classes populaires de ces lectures autorisantes qu'on a pu faire de Nietzsche dans certains milieux. Alors, le pouvoir de la volonté, ici, il est très présent. On voit un entêtement absolument considérable de tous ces personnages. C'est le thème de remonter sur la planche, remonter sur le ring, même si vous n'avez qu'un bras, il faut remonter dessus. Rocky 1 à Rocky 6, c'est tenir aussi. Rocky 1, quand il perd, presque, il a tenu 15 rounds. Creed, quand il perd, il a tenu 10 rounds. C'est aussi, c'est la même idée, le refus de tout traitement de faveur. La jeune femme qui a son bras en moins, on lui dit, mais on va demander au juge de donner quelques minutes de plus pour compenser ce handicap. Elle dit qu'elle ne veut pas de traitement de faveur. On lui dit qu'elle peut renoncer, elle dit qu'elle a été inscrite et qu'une fois qu'on est inscrit, on ne peut pas renoncer, etc. etc. Quant à Bleed for this, on lui dit il a la colonne vertébrale pas cassée complètement, puisqu'on est en train de le réparer, et on lui a fixé un appareillage pour pendant des mois, qui sont fixés dans des vis qui sont mises dans la calotte crânienne. Il faut lui enlever ses vis à un moment donné, et le médecin lui dit, je vais vous donner un analgésique, enfin, je vais vous endormir pour faire ça, parce que c'est extraordinairement douloureux d'enlever ces 6 vis. Et vous allez assister, ça aussi c'est christique peut-être, mais vous allez assister à, bon peut-être pas 6, mais on ne voit pas les 6 quoi, mais enfin on en voit 3, avec chaque fois le hurlement du type, qui ne veut pas être endormi, qui veut voilà. On ne sait pas pourquoi, hein, c'est pas dit, et on voit la vis, chacune des vis qui tombe dans le récipient du chirurgien. Je vais y revenir. Donc, la volontas, jusqu'au masochisme assumé et pas expliqué par le metteur en scène. Troisième élément, dans toujours cette morale autorisante, c'est l'acceptation par tous des coûts importants. C'est-à-dire que pour réussir, il faut payer. Alors, il faut payer un entraînement, et un entraînement sans pitié, donc vous allez voir la figure du coach là devient très importante. Le temps consacré à l'entraînement dans tous ces films est conséquent, et il dit le temps, enfin il essaye de dire, sans emmerder le spectateur, il essaye de dire le temps consacré au héros à son entraînement. Les grimaces de douleur, notamment chez les filles, c'est peut-être un peu moins net chez les garçons, et peut-être chez les garçons la forme, chez les hommes, la forme particulière, c'est l'ennui du coach. Alors le coach en général est montré assis à côté en train de lire un journal pendant que l'autre saute à la corde. Voilà, ou bien il conduit la camionnette que l'autre, derrière lequel Rocky est en train de courir, parce qu'on ne lui a pas dit que c'était à plusieurs kilomètres, et donc il pense que c'est un entraînement normal, mais en fait il est en train de le faire courir, tandis que l'autre s'amuse à passer des quartiers de Philadelphie. Donc l'entraînement physique, le sang, alors
Le coup des vis, c'est très important, ces vis en fait, parce que chacune des vis tombant dans le bol de chirurgien tombe en fait dans l'eau et on voit le sang qui sort des vis. C'est très important et le titre du film s'appelle Bleed for this. Il faut saigner pour ça. Je vous rappelle les ralentis extraordinaires, parce que c'est des films qui sont assez travaillés. Les ralentis extraordinaires des différents Rocky, où vous voyez littéralement le sang jaillir de la bouche. C'est le sang, c'est en gros il y a les lésions cérébrales, le moins visible c'est les lésions cérébrales de Rocky 2, 5, 6. C'est la colonne vertébrale donc de Bleed for This et de Rocky et l'œil saignant, sanguinolent, dont on pense qu'il est en train de sortir de l'orbite dans Rocky, Raging Bull et Creed. Dernier élément de cette morale autorisante, avant-dernière, pardon, élément de cette morale autorisante, il faudrait que j'aille plus vite pour les filles, c'est la conviction qu'on ne monte pas tout seul. Aucun de ces films n'a l'illusion que l'individu tout-puissant, comme dans Nietzsche, peut s'en sortir tout seul. Et donc, vous avez une scène presque canonique, parce qu'elle n'est pas partout présente, mais elle est quand même très insistante. C'est le premier effort, un des premiers efforts de l'athlète, consiste à aller convaincre, on va dire d'abord, convaincre un coach qui en général dit non. Il dit non, et à ce moment-là, dans les films de boxe, l'athlète monte sur le ring, se fait casser la figure par quelqu'un de plus puissant que lui, et l'autre, en gros, c'est ce qui se passe dans Rocky, non, pas dans Rocky 1, mais c'est ce qui se passe dans Creed par exemple, ou dans Bleed for This, et l'autre comprend, non pas que c'est un bon boxeur, non pas forcément qu'il a du talent, mais qu'il en veut, puisqu'il est capable de se faire casser la figure, rien que pour démontrer à son coach que, etc., il a besoin de lui. Alors, c'est d'autant plus important, cette idée qu'on ne monte pas tout seul, que, alors là on comprend mieux, il a été construit, ce personnage d'athlète, comme dépourvu de moments et de beaux pas. Hein, donc, la figure du coach est là, c'est une construction homogène permettant de dire qu'on ne monte pas tout seul dans le monde social. Une forme de réalisme sociologique primaire, quoi. Enfin, pour ne pas dépasser mon temps, le dernier élément de ce stock homogène de films au masculin, qui est vraiment les films qui ont réussi, et c'est bien intéressant ça, c'est que la victoire, la réussite, si elle existe, doit être rendue à la communauté. Elle n'est pas, rappelez-vous le texte de Pour soi et au fin de soi de Albert Thierry, je crois, ou Élisée Reclus, je ne sais plus. Là, bien sûr, c'est pour soi et au fin de soi, mais cette victoire doit être rendue. Elle doit être rendue localement, à la communauté locale. Alors, je prends un seul exemple, c'est dans Rocky, les allers-retours entre le ring, il y a déjà des gens autour du ring, il y a un public, mais ce n'est pas tellement ce public-là qui intéresse le metteur en scène, c'est les gens qui sont dans un café à Philadelphie, dans le quartier de Rocky, à Philadelphie, qui regardent et qui se sentent totalement pris partie prenante de cette bataille. Au fond, cette bataille, c'est leur bataille. Alors, un autre élément de ça, c'est le fait que Rocky, vous le savez peut-être, gravit dans chacun de ses films les marches qui mènent à... j'ai vérifié ce que c'était. C'est le musée, en fait, je pensais que c'était la mairie, mais pas du tout. C'est le musée d'art moderne de Philadelphie. Et à la fin de chacun de ses films, il gravit. D'abord, on le voit traverser la ville, c'est sa ville, et il gravit donc ses marches, c'est-à-dire il est partie prenante de sa ville, il est le héros de sa vie. Bon. Et d'ailleurs, les citoyens de Philadelphie vont, dans un film, je vais revenir après, j'y reviendrai tout à l'heure, mais dans un film, le deuxième, oui, Rocky 2, vont lui offrir une statue qui sera mise devant ce musée de Philadelphie. C'est-à-dire qu'ils manifestent leur reconnaissance de citoyen de la ville en lui donnant, en en faisant un citoyen d'honneur de leur ville. Donc on restitue à la communauté locale. On restitue à la communauté nationale. Et là, il y a
c'est un peu plus humoristique, mais on voit Apollo Creed notamment, à 2 reprises, habillé complètement de la bannière étoilée. On verra aussi un peu plus tard Rocky montrer qu'il se bat dans un film très réganien pour le coup, qui est le 4. On le verra se battre pour les États-Unis contre le concurrent soviétique. Mais ce qui est plus intriguant, c'est que la victoire, la réussite individuelle, elle est restituée même sur le plan international. À la fin de ce film que je viens de citer, Rocky IV, où il gagne pour les États-Unis, il dit, est-ce que je l'ai cité là, quand je suis venu en Russie, et quand j'ai commencé à me battre, vous me haïssiez, et je ne vous aimais pas beaucoup. Bon, c'est-à-dire, vous vouliez vraiment une bataille, vous vouliez qu'on s'entretue. Je préfère qu'on se soit entretués, plutôt que ce soit 20 millions d'habitants qui se soient entretués. Pourquoi 20 millions? C'est assez curieux. Que ce soit 20 millions d'habitants qui se soient entretués. Et il ajoute, moi j'ai changé, vous avez changé, on peut tous changer. C'est-à-dire, au fond, ma victoire est une victoire pour la paix. Ça a plu énormément aux spectateurs populaires. C'est une victoire pour la paix, et c'est une victoire que je restitue, qui est au fond une victoire de l'humanité tout entière. J'en ai une autre. Ah oui, non, c'était la figure du Christ, là, donc je vous ai parlé tout à l'heure, mais c'est moins convaincant. Et ça explique aussi ces fins de films qui sont la plupart des films, ce sont de véritables délires. On est dans le délire, d'ailleurs, le spectateur est pris par ce délire. Alors, il y a un mot qui me revenait sans cesse, je viens de me renseigner pour savoir ce qu'il voulait dire. C'est le mot épiphanie. Je ne comprenais pas pourquoi, depuis que je travaille sur cet exposé, je pense à épiphanie. Épiphanie, je me suis renseignée, c'est l'adoration des bergers. C'est une fête qui correspond à l'adoration des bergers. Et ces fins de film sont des fins d'adoration. Probablement la plus extraordinaire fin de film, c'est celle de Whiplash, qui est je vous assure que, je l'ai vu 2-3 fois, parce que j'ai fait le commentaire en public de ce film-là, tout seul, je vous assure que quand que le metteur en scène a su faire, que vous êtes, vous, dans l'adoration du jeune batteur, quand il est en train de réussir au-delà de tout ce que son coach pouvait attendre de lui, et même, il devient bien meilleur que son propre mentor. Bon, il y a là une espèce il y a un autre film, le petit film où elle devient roller, coureuse en roller, où c'est souvent souligné par les commentateurs qui deviennent totalement hystériques, et où le type se roule par terre en disant, mais ça, bon d'accord, elles ont perdu, mais ça a été le match le plus extraordinaire qu'on a vu depuis si longtemps, et il devient complètement de bonheur. C'est-à-dire qu'au fond, la fin du film, c'est une superbe performance qui est redonnée, au fond, à l'humanité, au groupe. Ce n'est pas que pour soi qu'on a réussi cette histoire. Alors, les filles, les femmes dans cet univers. Et après, j'essaierai de vous expliquer les enjeux de toute cette affaire. Alors, première chose, l'autorisation sociale à la réussite individuelle, elle vaut beaucoup moins c'est un modèle qui est beaucoup moins féminin que masculin. Alors, premièrement, ce modèle, il est beaucoup plus tardif dans les films, puisque ça commence en 2000, alors qu'on a commencé en 1976 avec les films Rocky. Et on en est à ce moment-là au 5e Rocky, déjà. Deuxièmement, et c'était ça qui m'avait intrigué beaucoup au départ, la réussite des hommes est pratiquement toujours totale. Les seuls deux moments où Rocky ne gagne pas au sens technique, c'est-à-dire il n'a pas le trophée, c'est Rocky 1, parce qu'il n'avait on lui dit d'ailleurs qu'il n'avait aucune chance, puisque Apollo Creed veut quelqu'un qui est justement un loser, pour un inconnu total, quelqu'un qui ne sait pas se battre, un inconnu total, pour faire une espèce d'happening autour de lui-même. Donc, il perd dans ce premier truc, mais il reste 15 rounds, il est complètement bousillé physiquement, mais il reste 15 rounds. Et à ce moment-là, c'est une ovation. De même, dans Rocky, le dernier, le Stallone vieillissant, ne va pas gagner, mais d'un petit chouïa, mais en fait, l'ovation est pour lui. C'est-à-dire que c'est un triomphe
Et on voit vaguement ce qui se passe sur le ring avec le jeune noir qui a gagné, mais l'ovation se fait Rocky, 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 se fait dans la salle, elle prend la salle littéralement, alors qu'il est légèrement en dessous du ring, c'est-à-dire que ça signifie qu'il n'est pas celui qui a gagné. La seule, alors chez les femmes, le seul cas, il y a un seul cas de réussite, un seul sur 9, peut-être 10 si j'ai mon dernier film demain. Et ce seul cas de réussite, c'est donc Knockout. Et là, on a comparé ce film, on a dit que c'était un Rocky au féminin. Voilà. Vous voyez que le modèle n'est pas le même. En tout cas, il ne se conjugue pas, il n'inclut pas les femmes dans le modèle. Deuxième chose, les parcours de ces femmes qui vont quand même avoir des réussites partielles, hein, je vous rassure, sont rarement, sont moins individuelles, moins solitaires. D'abord, elles font des demandes d'autorisation beaucoup plus fréquentes. C'est très des trucs de filles, ça, je me reconnais bien là. Elles font des demandes d'autorisation beaucoup plus fréquentes, ou en tout cas, elles verbalisent des autorisations pour se battre, pour réussir. Blue Crush, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, où elle demande au conjoint, qu'est-ce que je dois faire? Il y en a un qui lui répond, mais la fille que j'ai rencontrée, c'est justement une fille qui ne demande pas ce qu'elle doit faire, à un homme. Je ne sais pas s'il ajoute à un homme. En tout cas, elle ne demande pas ce qu'elle doit faire. On demande au père, souvent, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il y en a une qui va demander au père, au prêtre, à son meilleur ami. Voilà. Bon, donc parcours moins solitaire, parce qu'une demande d'autorisation. Des parcours souvent mis en balance avec les investissements affectifs. Ce sont des histoires dans lesquelles, alors que du côté, j'ai oublié de vous le dire, du côté masculin, les femmes sont acquises. La femme de Rocky, elle est là, enfin elle va mourir quand même, parce qu'à un moment donné, Stallone se demande s'il doit se faire mourir lui-même, puis finalement il décide qu'il préfère faire mourir Adrian, qui était un peu fâchée parce qu'elle n'avait pas fini sa carrière complètement, mais elle n'était pas loin de la retraite, donc ça s'est négocié entre eux. Bon. Mais en gros, il va faire qu'elle soit, par-delà la mort, celle qui le soutient. Il va aller sur la tombe régulièrement, enfin, etc., comme Clint Eastwood dans un... Tiens, il y a un que je n'ai pas cité, donc je n'ai pas compté, qui est une nouvelle chance, mais c'est pas grave. Bon, ces hommes vont voir leur épouse qui les soutient, qui continue à les soutenir. Creed aussi, sa femme Bianca, le soutient tout le temps, elle monte sur le ring, comme Adrian, pour féliciter son héros. Et dans Bleed for This, quand il a son truc, ses parents lui disent à la jeune femme, mais ça t'embête pas là, parce que faut faire l'amour, enfin tout ça. Et elle dit qu'elle aime tout chez lui, y compris son armature, sa sueur. Enfin, elle fait une déclaration voilà, les baisers pleins de sueur. C'est un classique là dans ces films-là. Alors que dans les films où c'est l'héroïne est présente, le grand risque quand même, c'est qu'elle perde le conjoint. C'est particulièrement le cas dans Moi, Tonya. Non seulement elle perd le conjoint, mais il va la perdre. Enfin, il va la faire échouer. Il y a toujours un moment où la réussite est mise en balance, pas forcément définitivement, hein, mais mise en balance avec l'attachement du conjoint. C'est le cas, par exemple, dans Ice Castle, d'une jeune patineuse, où il ne supporte pas le fait qu'au fond elle est prise dans cette réussite précoce de jeune fille qui est en train de devenir une patineuse hors pair, et il s'éloigne d'elle, il arrête la relation d'ailleurs, et ensuite il va devenir son coach. Donc, vous voyez, c'est ambigu, il y a une ambivalence, c'est ça qui est intéressant ici, c'est l'ambivalence. Bon, enfin voilà, donc on a à plusieurs reprises, dans la petite qui fait du roller, là, Ellen Page, toute jeune, elle dit à son compagnon, elle lui dit, mais tu m'as pas appelé pendant cette période-là. C'est-à-dire, elle a pensé que c'était fini, qu'il ne s'intéressait plus à elle. En fait, il va être là, bon, ça va bien se finir évidemment, mais il y a toujours en tout cas cette mise en balance. Les hommes perdent leur coach, les coachs meurent parfois, Mickey, le coach de Rocky meurt, le deuxième coach meurt. Les femmes, elles risquent de perdre affectivement quelqu'un, et notamment une meilleure amie, voilà, qui est une amie très importante, qu'on risque de perdre parce qu'elle-même a été touchée par un coup en boxant, enfin, etc. Le plus exemplaire, probablement, c'est Knockout, donc cette femme qui se fait de la boxe, et alors il y a cette scène absolument peu crédible
elle gagne, alors c'est la seule, le Rocky justement, la seule, c'est Rocky au féminin, donc elle va gagner champion du monde. Ils sont tous champions du monde, hein. C'est toujours du monde, je ne sais pas comment ils y arrivent, mais c'est toujours au niveau du monde qu'on arrive. Bon, j'avoue que je ne connais pas les étapes, moi, mais on commence par du régional, hein, mais on arrive toujours champion du monde. Et elle perd dans l'opération ses deux parents, parce qu'il meurt pendant qu'elle devient ce qu'elle est, c'est pas de sa faute, hein, mais enfin il meurt. Et donc quand elle est championne du monde, elle éclate en sanglots, ce qu'on ne voit jamais dans les films masculins. Et la chose improbable, elle va pas faire comme Rocky, aller voir sa femme qui le soutient jusqu'à la fin, etc. Elle va déposer sur la tombe de ses parents la ceinture dorée, on ne se sépare pas d'une médaille d'or internationale, machin. Elle va déposer et elle la laisse, elle part. C'est un peu, là on n'est pas tout à fait dans le crédit, mais ça a l'air très nécessaire à cette... bon. Donc voilà, donc c'est l'idée de la perte. Quatrième caractéristique, c'est la punition. Alors, la perte, c'est pas tout à fait la punition. Il y a une punition d'un autre ordre qui est très étrange. C'est que ces femmes sont dans le processus de leur grandissement, elles sont condamnées soit à mort. Il y a deux cas. Black Swan. Alors, j'avais comparé, je ne l'ai pas dit, mais j'avais aussi un film français et un film anglais qui est Billy Elliot. Dans Billy Elliot, la dernière image de Billy Elliot, c'est qu'il saute dans la lumière et il saute vers sa carrière londonienne. Dans Black Swan, elle saute vers la lumière, elle tombe évidemment et elle se tue. Bon, dans $1 Million Baby, vous savez, vous avez oublié, non seulement elle va mourir, mais elle va demander au coach de la tuer. Moi, je m'aperçois que j'ai oublié de vous parler des coachs. Moi, c'est pas grave. C'est pas grave. Elle va demander au coach de la tuer. Donc, soit c'est des morts physiques, soit c'est des morts sociales. Le film Moi, Tonya, que je vous engage à aller voir, son conjoint, qui veut soi-disant l'aider, délègue un copain complètement un type vraiment demeuré, cassé avec une barre de fer les genoux de sa concurrente. Évidemment, elle va être jugée, c'est une histoire vraie, hein, ils s'y emparent d'une histoire vraie, les genoux n'ont pas été cassés, donc en fait il ne s'est pas passé grand-chose, il y a eu une agression, elle est condamnée par un juge, et le juge dit, la condamne, non pas à des indemnités, etc., la condamne à ne plus jamais remonter ne plus jamais faire de la compétition de patinage artistique. À ce moment-là, elle éclate en sanglots en disant, mais écoutez, faites-moi 15 ans de prison, faites-moi payer les amendes que je vais payer en travaillant dans le resto, ils sont tous serveurs dans ces films, voilà, mais pas ça, ça c'est la mort, pour moi c'est la mort, c'est la fin de c'est la fin. Et effectivement, le générique de fin, on la voit retourner dans son bouge, et on ajoute, bon, je ne le dis pas là parce que je ne vais pas en parler là, bon. Enfin on la voit et elle est retournée à son monde d'avant, quoi. Et c'est une femme vaincue. Alors, et quand c'est pas la mort ou la mort sociale, c'est bizarrement le handicap. Donc, il y en a une qui est très grande patineuse, qui tombe sur ça c'est une invention, hein, qui tombe sur le cou et qui va devenir aveugle parce qu'elle a une lésion cérébrale. Il y en a une autre qui se fait manger un bras par un requin, celle dont je vous ai cité à plusieurs reprises. Il y a d'autres mutilations encore. La surdité. Et sinon, quand c'est pas l'héroïne elle-même, vous avez les conjointes des héros franchissant toutes les étapes, qui elles sont affligées d'un handicap. Le meilleur exemple probablement, c'est la petite amie de Creed, qui est une chanteuse. Il va la voir, c'est comme ça qu'il tombe amoureux, il va la voir chanter, et on apprend 3 images après qu'en fait cette chanteuse est en train de devenir sourde, et que donc elle ne va pas pouvoir continuer sa carrière pendant que lui commence la sienne. Donc quand c'est pas conjugué sur le personnage de l'héroïne, et d'ailleurs la fille de Creed sera aussi sourde. Donc ce sont des handicaps au féminin. Je ne sais pas, peut-être des figures de la castration. Je ne sais pas exactement quel est le sens de cette opération. En tout cas, c'est des coups, des punitions immanentes, si vous voulez, qui accompagnent ces réussites individuelles. Et enfin, dernier élément du côté des femmes, ce qui est très intéressant, c'est que leur réussite, non seulement elle est donc tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire
une fois sur 10 ou 9 total. Elle est en général partielle. Elle gagne quelque chose quand même d'avoir monté une grosse vague. Mais ce sont des réussites qui sont donc, du coup, qui sont moins sociales, moins officielles, moins aussi selon... elles ne gagnent pas les trophées qui sont les trophées officiels du jeu dans lequel elles ont pourtant accepté de rentrer. Alors, par exemple, la fille qui va prendre la vague dont je vous ai parlé, elle va prendre cette vague, mais elle va la prendre alors que ça a déjà sonné, la fin de la compétition a déjà sonné. Et quand on va décréter qui a gagné, il y a un dialogue entre elle et son père dit « mais j'espère que ça va compter, parce que c'était vraiment une très belle vague, j'espère que ça va compter ». Et puis il entend que les juges disent qu'elle ne comptera pas la vague, puisque c'était en dehors du temps de compétition, et il est furibard, et elle dit « mais bon papa, j'ai eu ma vague », et il ajoute « mais elle n'a pas compté », elle a dit « oh que si, elle compte ». Voilà. Ça vous résume un petit peu ces réussites particulières des femmes qui ont des réussites sur soi-même. Ce n'est pas des réussites pour le trophée, qui est le trophée officiel que le monde social peut offrir dans ce genre de circonstances. Ce sont des réussites moins agonistiques. Il s'agit moins de gagner. Ce n'est pas des winners. Ce n'est pas des losers non plus, mais ce n'est pas des winners. Ce sont des réussites sur soi. Par exemple, il y en a une qui va vaincre sa peur, celle qui n'osait plus surfer parce qu'elle avait peur de se recasser, de retomber sur un rocher. Sur le handicap, comme celle qui va faire du surf alors qu'elle a un bras en moins. Celle qui va refaire du patinage artistique alors qu'elle est devenue aveugle. Elle est devenue aveugle, elle va cacher ce handicap pour faire son dernier tour de piste. Mais quand même, on sait à la fin du film qu'elle ne pourra plus jamais refaire ça, parce que quand elle reçoit les trophées, mais ce n'est pas les trophées de la officielle, elle reçoit, vous savez, il paraît qu'on lance, on voit lancer des doudous, des bouquets sur la glace, et à ce moment-là, elle ne le voit pas, ça. Et donc, elle est bloquée. Ça fait plus que la moitié. Hein. Elle est bloquée, et donc, tout le public se lève. Ils ont tous compris qu'elle a réussi, que c'est une réussite sur son handicap qu'elle a donné. Mais elle ne va pas gagner, évidemment, parce qu'elle ne peut pas gagner. Bon, et vous avez plein de réussites sur soi, de victoires sur soi dans d'autres films de ce type-là. Dans Stick It, c'est dit explicitement, il y en a une qui dit, il ne s'agit pas de gagner, il y a une surfeuse qui dit, je ne suis pas venue pour gagner, je suis venue pour surfer. Et une autre dit, elle dit à une concurrente, il ne s'agit pas de gagner, il ne s'agissait pas de gagner. C'est au point que l'une d'entre elles va complètement pervertir, la perversion par rapport à la règle du jeu, elle va pervertir tout le championnat parce qu'elle considère que le jury n'est pas légitime et donc personne ne va gagner si vous voulez. Elle va casser complètement le jeu et ils vont être obligés de donner le trophée à quelqu'un qui ne sera pas les filles de son équipe, donc elles ne vont pas gagner, mais elle va contester au fond tout le système elle va se retirer avant la fin. Et ces films finissent par une apologie de l'amour, du désintéressement. Bon, je passe pour ne pas prendre trop. Et c'est intéressant, parce que je veux vous donner les enjeux réels, c'est intéressant ça parce que du coup, ces fins de film abandonnent les repères iconographiques de la réussite individuelle. Ces repères iconographiques sont très souvent le fait de gravir quelque chose. Bon, c'est les marches que Rocky à Philadelphie qu'il gravit. C'est la lumière, le fait d'être en pleine lumière ou en pénombre ou à l'ombre. Alors évidemment, dans les films masculins, il y a quelques films où ils ne sont pas dans... Bon, Whiplash, il ne fait pas ça à la fin. Mais il est dans une lumière absolument extraordinaire. Hein, et on s'identifie complètement à lui. Mais en général, ça finit comme ça. Et ça finit où quelqu'un, juste après, va gravir des marches et va aller vers le haut. Dans les films de femmes, ça finit très souvent par de joyeuses chutes, joyeuses ou moins joyeuses, comme dans Black Swan, où elle tombe et elle meurt. Mais par exemple, la petite roller, elle tombe et elle se casse la figure, et tout le monde est obligé de passer autour. Et évidemment, voilà, ça ne marche pas. Dans Ice Castle, elle tombe sur les peluches, et voilà, elle tombe à genoux sur les peluches.
Voilà. Donc les symboles qui sont des symboles cinématographiques ne sont pas présents dans ces films-là, preuve que le modèle n'est pas exportable. Alors pourquoi maintenant, je finis là-dessus, sortons du monde du produit culturel. Pourquoi je finis justement sur les symboles iconographiques? Parce qu'il faut que vous sachiez que depuis que les Rocky sont sortis, des masses de gens gravissent ces marches qui montent au Muséum d'art de Philadelphie. C'est tellement vrai que dans Rocky le 6e, Stallone s'est permis le plaisir que le générique soit simplement des gens filmés, plutôt voilà, des gens du commun qui montent, des enfants, des familles qui montent et qui font ça sur le haut de l'esplanade du musée. Donc, pourquoi faire un travail sur des produits culturels? Ma posture, vous l'avez senti, d'ailleurs je l'ai démontré en le faisant, c'est que évidemment un produit culturel n'est pas le reflet du réel social. Je ne pense pas du tout au cinéma reflet, hein, je n'y crois pas du tout. Par contre, il restitue ce que j'appelle l'univers du pensable, du désirable aussi, ou du désirable crédible. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut croire qu'on peut obtenir dans le monde social. Il faut que vous sachiez aussi que ça n'est pas un vain mot ce que je viens de dire, parce qu'il y a dans le cinéma, c'est intéressant, l'intérêt du cinéma américain, un travail absolument considérable pour rejoindre le désir du public. Il y a un travail d'ajustement incessant, et même Stallone fait ce travail, parce qu'il ne faut pas décevoir le public. Alors, je vous donne 2-3 exemples. Rocky peut, dans ses films successifs, il peut tout recommencer à zéro, je vous l'ai dit, il le fait souvent, mais il ne peut pas finir déchu. Il peut échouer, mais il faut qu'il soit acclamé. Rocky, 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 parce qu'il a tenu pendant 15 rounds. Il ne peut pas finir déchu, et c'est tellement vrai que je vous cite une phrase de Rocky le Stallone lui-même. À un moment donné, il dit bon, je suis cupide peut-être, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, je ne veux pas faire un film qui ne réussisse pas, quoi, en gros. Il dit, faire le film était une erreur, c'était le Rocky 3, je crois, parce que les gens n'ont pas envie de voir les mauvais côtés de Rocky, et encore moins d'assister à sa chute. Ils veulent le voir rester au sommet. Alors, c'est un sommet qui est une formation de compromis moral, hein, un sommet qui est gentil, qui restitue à la communauté, mais c'est quand même un sommet. Il peut rarement pas trop finir vaincu, je vous l'ai dit 2 fois, au début parce qu'il est tout jeune et qu'il n'a pas appris à se battre, et à la fin parce qu'il est vraiment vieux. Mais il faut que ce soit un triomphe, malgré tout, je vous l'ai déjà dit ça. Il ne peut pas non plus vieillir, c'est-à-dire déchoir à cause de son état de santé. Alors la citation c'était « Je ne pense pas que mon public ait envie de voir un Rocky ayant 80 ans ». Donc voilà, c'est pour ça que Stallone s'est toujours dit qu'il fallait faire mourir quand même Rocky à un moment donné, ou le retirer de la piste, parce que personne ne voudrait voir sa déchéance due simplement au vieillissement. Alors, il pourrait à la limite mourir, ça c'est le plus intéressant, il pourrait mourir, nous dit Stallone lui-même, mais à une condition, c'est qu'il meure au sommet. Alors là, la citation est encore plus forte, c'est dans La Victoire, c'est le 2. Parce qu'il a quand même pensé plusieurs fois que, parce qu'il ne pouvait pas déchoir pour des raisons de vieillissement, on allait le faire mourir. Mais il ajoute, voilà comment il devait mourir. Rocky devrait mourir à la fin. C'est Rocky 3. Il n'est pas mort, hein, mais il pensait que peut-être on pouvait le faire mourir. À la base, j'avais pensé à quelque chose d'assez grandiose, hein, qui serait par exemple filmé au Colisée à Rome. Déjà. Et finalement, je pense que Rocky 3 doit se terminer par quelque chose de plus éloquent qu'un combat, par la vie de Rocky qui arrive au terme de son cycle, tel que je l'ai... Alors, vous allez voir ce que c'est que le terme de son cycle. Hein. C'est un terme, ça peut être la fin, la mort, etc. Voilà. Tel que je l'ai imaginé, on le verrait monter dans un taxi après le combat et mourir, alors que les rugissements de la foule qui scande son nom résonnent encore dans ses oreilles. Il est assis là et il s'écroule. En d'autres termes, il a accompli tout ce qu'il était possible d'accomplir dans sa vie et il meurt alors qu'il est arrivé au sommet. Voilà. Bon. Donc,
Et là, on a pourquoi Rocky a accepté, notamment, de ne pas faire mourir. Pourquoi Stallone, pardon, a accepté de ne pas faire mourir son personnage. Il est expliqué à plusieurs reprises que Stallone voulait rester, comme on dit, bankable, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas perdre le bénéfice de ses succès antérieurs. Alors, dernière chose, c'est que la réception de ces films a été très forte, hein, j'y ai fait allusion. Elle a conféré à l'acteur un pouvoir social assez considérable. Je ne sais pas si vous savez que Reagan a dit, après l'histoire des otages au Liban, hier soir j'ai vu Rambo. Alors c'est Rambo, c'est pas Rocky, hein, mais j'ai vu Rambo et maintenant je sais ce qu'il faudra faire la prochaine fois. Bon, donc c'est une forme de reconnaissance importante. Mais surtout, il a réussi à imposer la statue qu'il se donne à lui-même, enfin, qu'il obtient, que les citoyens de Philadelphie lui donnent en Rocky 2. Il a réussi à l'imposer finalement au musée de Philadelphie. Le conservateur n'était pas content du tout. Mais si vous allez au musée d'art moderne de Philadelphie, elle n'est pas en haut de l'esplanade, elle est légèrement décalée, elle est au début des marches, enfin, au moyen des marches, mais il a réussi à imposer sa statue, faisant évidemment ça. D'autre part, il est évident que ces films ont fourni un modèle de développement personnel, là on rejoint vraiment votre pièce de théâtre, à la fois national et international. Alors, national, je vais y revenir, mais international, il y a une certaine Emmanuelle Bernheim, fille de collectionneur et d'une styliste, qui était la compagne par ailleurs de Serge Toubiana, a écrit un Stallone, en 2002, qui dit, c'est ma dernière citation après, qui dit ceci, l'histoire d'une fille qui dit ceci, que l'héroïne, qui est là, comme Rocky Balboa au début du film, elle se laissait aller, elle se laissait glisser. Elle reposa sa tasse et se leva. Elle ne tenait plus en place. Elle allait faire comme lui. Elle allait tout recommencer. C'est important, elle recommence, tout recommencer. Elle avait 25 ans. C'était maintenant ou jamais. Comme Rocky Balboa, elle allait travailler. Travailler encore et encore. Elle allait reprendre ses études de médecine. Et cette fois, elle irait jusqu'au bout. Sa décision était prise. Elle deviendrait médecin. Désormais, c'est ça le plus drôle, désormais, elle irait voir tous les films de Stallone. Tous. Elle n'en raterait aucun. Elle en faisait aujourd'hui le serment. Et elle n'attendait pas qu'il passe à la télévision. Non, elle irait les voir en salle. Elle payerait sa place. Elle lui devait bien cela, car c'était grâce à lui que sa vie allait changer. Ça, c'est du côté des élites. Et du côté des plus modestes, ce qui est très intéressant, c'est qu'un très bon auteur critique, il y en a de temps en temps, il n'y a pas beaucoup, mais il y en a, David Da Silva, s'est amusé à comparer la réception des Rocky par deux sites très différents. Allociné, que vous connaissez peut-être, qui est un site où il y a des critiques de tout le monde. Bon, voilà, tout le monde accède à pour autant qu'ils aient le temps, à ce site et laisse des critiques. Et Mad Movies, qui est un site où il y a beaucoup plus de critiques cinématographiques, des gens qui sont plus lettrés, plus bourgeois, etc. Et il y a une très grande différence dans la réception. Du côté de Mad Movies, on a les critiques habituelles, qui sont les critiques de la cinématographie bourgeoise lettrée habituelle, à ces films qu'on reproche d'être simples, simplistes, réganiens, etc. Je vous signale que je n'ai trouvé dans 3 cinémathèques, je n'ai jamais trouvé les films de Rocky, c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie du fonds légitime, hein, pour les lettrés. Je vais continuer, je vais faire un inventaire comme ça, mais j'ai trouvé parfois une bande-annonce, voilà, une affiche, mais je ne trouve pas les films dans la cinémathèque. Et inversement, dans Allociné, on a 79 avis positifs sur 259 critiques pour Stallone. Et avec des commentaires pour, par exemple, le film le plus réganien, celui où il gagne, où le héros gagne contre le soviétique, émouvant, mais avec une bonne morale en plus. C'est-à-dire, puisqu'il va donner, il va dire la paix entre les hommes, paix entre tous. Et un autre dit touchant et avec beaucoup de messages de paix, rien à ajouter. Donc vous voyez, la formation de compromis, là, elle convient à des spectateurs enfin disons, moins lettrés. Et enfin, dernière chose, Da Silva remarque, mais là j'aimerais bien qu'on ait des chiffres, il dit « Nous pouvons aussi constater qu'une grande majorité des fans de Stallone sont des femmes, ce qui n'est pas le cas des autres stars des films d'action
de la même époque, comme Schwarzenegger, Chuck Norris et d'autres que je ne cite pas. C'est-à-dire, c'est des femmes, celles qui sont le moins autorisées socialement à la réussite individuelle, qui sont le plus séduites par cette extraordinaire formation de compromis, ce terme freudien du terme, entre le désir individuel et la morale qu'il faut quand même respecter quand on grandit, à savoir celle de la restitution au collectif, à la femme, l'épouse, parce que l'épouse monte à la fin, donc on l'embrasse. Voilà, c'est elles qui sont le plus sensibles à cette formation de compromis autorisant la réussite individuelle et qui, comme peut-être Emmanuel Bernheim, pense que ça les autoriserait, elles, à faire de même si elles en avaient envie. Voilà, donc je boucle ma démonstration. Ces films sont une morale en acte, une morale politique et sociale en acte. Voilà, j'ai terminé. Voilà, merci. Voilà, bien vous connaissez la règle du jeu, la deuxième partie de la conférence débat, ça s'appelle débat d'abord, et bien sûr un débat, donc la parole est, comme on dit, dans la salle. Alors si vous avez des questions à poser, vous avez déjà une question, madame, allez-y. Oui, alors j'ai une question à poser parce que vous avez parlé du coaching, vous avez parlé du coacher, et moi ce qui m'intéresse aussi c'est le profil psychologique du coach. Vous avez parlé que son objectif était assez légitime mais abusif. Alors c'est marrant que j'ai sauté ça, hein. C'était mon exposé d'origine. Alors le coach, il est très souvent décrit comme... alors c'est intéressant parce que c'est un autre truc autorisant, c'est qu'il y a une transaction entre le pauvre gars qui s'appelait Armand, qui n'avait pas de papa et pas de maman, et un coach. Le pauvre gars, il a la jeunesse pour lui, il a la force, il a parfois le talent inné, etc. L'autre est un homme qui est en train de finir. D'une part, il est vieillissant. Il y en a, Mickey dans Rocky 1 dit, et puis je me sens vieux. Il essaye de convaincre qu'il veut devenir le coach de Rocky, là, cette fois-ci, et il dit qu'il se sent vieux, qu'il a échoué de plein de manières, etc. C'est un solitaire, aussi, c'est très important. Et très souvent, il a perdu dans les méandres de sa vie ses propres enfants. Alors c'est le cas de Clint Eastwood dans Une Nouvelle Chance. Sa fille fait carrière, il n'a pas su garder le lien. C'est le cas de Rocky, dont le fils ne veut plus entendre parler et qui fait sa vie dans une autre ville. C'est le cas aussi de plusieurs personnages de coach. Et donc, il s'opère une transaction nécessaire entre un homme manqué, qui a perdu un certain nombre de choses, la jeunesse, la santé, alors il a un cancer, Rocky. Clint Eastwood, devient aveugle. Il est manqué, il est handicapé, voilà, c'est ça, il est lui-même mutilé, voilà, il est mutilé. Et le jeune homme en question, lui, a besoin, il a un autre manque, c'est qu'il n'a pas de père, de mère, etc. Et l'idée, alors, je sais, est-ce que sociologiquement ça se vérifie, je ne sais rien, c'est qu'il va se produire un échange entre ces deux personnages, au point que dans deux cas, le jeune homme va obliger le vieux coach vieillissant à se soigner. C'est le cas, par exemple, de Rocky, qui a un cancer, il ne veut pas se soigner, et l'autre lui dit « si tu ne te soignes pas, je ne me bats pas ». Donc il y a un échange permanent. Je ne sais pas comment faire de ça. C'est un emmerdeur aussi. Le coach est déplaisant, il est souvent sadique. Alors c'est soit sous la forme humoristique, Rocky n'est pas un coach très méchant. Bon. Enfin, il fait quand même courir l'autre derrière sa camionnette pendant des kilomètres sans lui dire qu'ils vont beaucoup plus loin que ce qu'il pensait. Mais il peut être très sadique. Enfin, et on accepte tout ça de lui parce que, alors là pour le coup, la réussite mérite ces coups-là. Donc, je vous ai parlé du sang. Whiplash, je me suis renseignée, les batteurs ne saignent pas comme saigne ce jeune homme. Black Swan, elle saigne de partout, littéralement. Alors je ne saurais pas aller plus loin. C'est-à-dire pourquoi ça va avec l'idéologie des coups, il faut payer très cher, y compris en mauvaise humeur du coach. Et ça rend sa figure... et il est légitime. Il est quand même toujours légitime. Hein, c'est-à-dire qu'on paye le coup pour autant qu'il y ait de la légitimité sociale. C'est quelqu'un qui a été fort, qui a eu des stars, qui a eu des bons boxeurs, etc. Donc il est une formation de compromis lui-même.
il représente une autre formation de compromis. Légitime et odieux par les coups qui l'obligent à affronter. C'est un peu la même histoire que ce que j'ai dit sur... c'est un sous-ensemble de mon histoire précédente, je dirais. Oui. Ouais. Ma question, pourquoi ça n'apparaît que dans des films américains? Pourquoi on n'a pas des films européens ex-modèles de coaching? Alors, c'est parce que je suis d'une très grande honnêteté. Donc, je ne vous ai pas cité les films européens dont je me suis servi. Billy Elliot, d'un côté, et Sport de filles, de l'autre. Alors, il m'en faudrait d'autres. Mais mon travail, c'est de faire quand même un peu de quantitatif dans le qualitatif. Donc, j'ai essayé d'avoir un corpus homogène. J'ai toujours fait ça, hein, dans tous mes livres. J'ai souvent un chapitre sur le cinéma, mais j'ai toujours un corpus que j'essaye d'avoir homogène. Alors, si vous prenez Billy Elliot, ça marche assez bien. Il n'a pas de moment, Billy Elliot. Hein, il n'y a pas de mère, la mère est morte. Bon. Et il a un... Ah oui, il y a un autre truc que je fallait que je vous dise. Bon. Et il va trouver une mère de raccro qui va être son coach. C'est la première prof qu'il va avoir sur place. Bon. Et en fait, je vais oublier de vous dire que souvent la maman est une autorisation post-mortem. Parce que Billy Elliot va pouvoir se payer, le père va pouvoir payer à son fils, le père va se convertir petit à petit au destin fastueux du fils, mais ils vont pouvoir payer l'école à Londres parce que la mère a laissé des bijoux. Chose un peu improbable aussi que ces bijoux soient assez précieux dans la classe ouvrière anglaise, pour que ça puisse payer complètement elle est payante l'école là où il va à Londres. Hein. Donc il y a plein de choses. La question va plus loin, c'est savoir si c'est lié à une idéologie culturelle. Alors, ce que je peux vous dire, je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas fait un corpus très important pour l'Europe. Alors, le sport de filles, on a plein de choses qu'on trouve dans les films de filles. Hein. Mais j'ai évidemment pas fait le même corpus. Je ne l'ai pas fait peut-être parce que j'en ai pas trouvé d'aussi nombreux. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au sortir d'une année entière de projection de films sur l'autorité et le pouvoir qu'on fait à Paris, à la fac d'Hydro, on s'est rendu compte que les films sur l'autorité et le pouvoir et sur le grandissement de soi, il y en avait énormément qui étaient américains. Alors, pensez à Citizen Kane, pensez à Sunset Boulevard, enfin tous les films qu'on sortait spontanément, qu'on voulait voir, qu'on a projetés, étaient américains. Donc il faut croire que c'est un film qui est particulièrement habité par l'idée de la réussite sociale et de ses coûts, parce que c'est pas toujours agréable. Sunset Boulevard, il meurt dans la piscine. Citizen Kane, c'est une vieillesse solitaire et pleine de regrets, et très très solitaire. Hein, tout le monde l'abandonne à la fin. Donc en tout cas, il y a une méditation probablement dans le cinéma américain spécifique à vérifier. À vérifier. Si vous avez en tête des films européens, ça m'aiderait évidemment. Monsieur Pisani, qui doit partir. Le metteur en scène. Oui, le metteur en scène donc, de la pièce qui sera représentée le 28 novembre. Voilà, je m'excuse d'avance, mais il faut que je reprenne le train pour Paris. Je voulais, comme vous avez commencé l'exposé par la périodisation, comme ça, à partir des années Reagan, vous faites un lien justement avec ce modèle de réussite plutôt individuelle et aussi réussite avec des valeurs de ce que vous avez dit, des tournants néolibéraux. Je voulais simplement, après la question, dire que dans ma pièce, ce qui est très présent, si vous voulez, c'est cette idée des sociétés de concurrence généralisée, cette idée que dans la concurrence, quand elle est acceptée par toutes les parties, dans la concurrence, il y en a un qui gagne et il y en a un qui perd. Et celui qui perd, on ne lui doit rien, parce qu'il est juste que le meilleur gagne. C'est ces valeurs dans lesquelles on baigne, disons aujourd'hui. Et voilà, donc ça m'avait intéressé des modèles donc, que vous avez exposés de ces films. Alors, en revanche, il y a la contrepartie, ce que vous dites, c'est-à-dire que celui qui gagne doit quelque chose à la communauté, d'une certaine manière, à ceux qui l'ont aidé. Ça, c'est un peu moins...
c'est un peu moins, comment dire, impitoyable d'une certaine Oui. manière. Oui. Alors que, bon, ce qui met de façon en filigrane en scène un peu la pièce, c'est comment on subit dans différents domaines, mais même des domaines intimes, des domaines qui sont a priori formés par des valeurs un peu plus de partage, comme l'art par exemple. On subit tous cette espèce de concurrence. Dans la pièce, il y a deux scènes qui se ressemblent beaucoup. Il y a une scène d'un afterwork, donc d'une fête d'entreprise après le travail, où l'on est censé faire la fête. Nous avons passé un bon moment de loisir et en fait, tous les cadres de la Société Générale qui font cet afterwork continuent à travailler, à se présenter, à essayer de se faire bien voir par la sous-directrice des ressources humaines, et ainsi de suite. Dans l'apparence de la fête et de la détente, en fait, il continue, il poursuit. Et il y a une scène qui lui fait miroir, où c'est un peu des premières des gens de théâtre, où, bien sûr, toute l'enveloppe change considérablement, l'aspect, mais finalement, ils sont aussi, d'une certaine manière, en train de s'enquérir sur les projets de l'autre, voir si on peut en faire partie ou pas. Non, et donc, cette concurrence-là s'immisce. Et donc, dans tous les tissus des relations sociales. Et donc voilà, c'est pour ça, ça m'intéresserait que vous liez davantage peut-être cette figure que vous venez d'exposer avec ce changement peut-être de paradigme de l'avènement du néolibéralisme. Alors, je vais répondre en fait à vos deux interventions là sur. Oui, c'était la vôtre tout à l'heure. J'ai mal répondu. En fait, tout se passe comme si, avec le tournant, moi je pense vraiment que c'est une sécrétion, que tout ça est une sécrétion de ce moment idéologique-là. Donc, c'est ce que l'opposition brutale entre winners et losers. Bon. Il faudrait qu'on parle du dernier film qui vient de sortir, Joker, parce que c'est de nouveau un loser, mais il va retrouver un mouvement social. Hein. Intéressant quand même. Bon, on en parlera une fois. Donc, moi je pense profondément que cette figure, dont vous disiez pourquoi cette figure du coach, madame, je pense profondément que cette figure du coach, elle est sécrétée par le durcissement, parce que ça a toujours existé, les gagnants et les perdants partout, et notamment aux États-Unis, par le durcissement aujourd'hui de cette idéologie libérale qui oppose brutalement winners et losers. Ça sécrète l'idée du coach. Moi, ce que j'ai vu apparaître dans mon domaine qui était la sociologie de la santé, c'est les termes qui revenaient tout le temps, c'est accompagnement. J'ai oublié de vous le dire, c'était dans mon exposé. L'accompagnement, il faut accompagner les gens sans arrêt dans leur cheminement. Ces mots sont très fréquents maintenant dans le travail social. On accompagne. Comme si la contrepartie, la formation de compromis, c'est des winners et des losers, mais il y a des accompagnants, il y a des gens qui vous font cheminer, etc. C'est tellement vrai que prenons un exemple, l'histoire de Parcoursup. Parcoursup, c'est la concrétisation à l'université du chacun pour soi. C'est-à-dire, vous êtes bon, vous avez des points, vous avez des trucs, vous mettez là, vous aurez les meilleurs trucs. Chacun pour soi, et ceux qui seront servis, chacun pour soi à la mode bourgeoise, c'est-à-dire les derniers seront soit pas servis, soit servis avec beaucoup de retard. Les premiers sont servis beaucoup plus tôt. Les autres seront servis beaucoup plus tard. Bon, c'est vraiment le début de chacun pour soi. On a vu apparaître, ça a sécrété des coachs. Il y a une collègue qui travaille sur cette multiplication des coachs aujourd'hui dans le monde social. Mais ce qui est intéressant, c'est que les coachs pour les étudiants ou pour les élèves précèdent la cristallisation Parcoursup. C'est-à-dire que la sécrétion des coachs, elle est tellement déjà là dans le monde social qu'elle précède la cristallisation de la brutalité extraordinaire qu'aura été ce changement qui est Parcoursup. Donc voilà. Donc pour moi, cette figure du coach, elle est liée fortement, c'est une espèce de compensation nécessaire. C'est une compensation montrée comme nécessaire et bienfaisante, et en même temps ambivalente, quoi, de la brutalité du monde social. Pour moi, il y a un lien. C'est ça que je voulais vous dire.
ce qui est intéressant, c'est ça, c'est l'idée des formations. Moi, ces histoires de formation de compromis, qui est un terme freudien, on essaye tout le temps de réaliser des désirs, mais en même temps de rester correct dans la réalisation du désir. Le monde social fait pareil. C'est-à-dire, il veut que ce soit un monde de losers et de winners, mais on va quand même mettre du coach qui accompagne. On veut qu'il y ait des gens qui gagnent, etc. Mais ces gagnants-là, ils vont redonner à la communauté leur réussite, quand même. Bon, voilà, moi je trouve, c'est ça qui m'intéresse d'examiner dans des produits culturels. Cette sécrétion de ce qui rend le monde va tenir grâce à ça. Parce qu'on a le lard et le cochon, enfin... Autre remarque, parce que j'ai oublié plein de choses, hein, évidemment. Oui. Ah, peut-être à mon tour, alors. Oui. J'étais frappé d'une chose, c'est que vous partez d'un constat qu'aux États-Unis, la mobilité sociale n'existe plus, beaucoup moins. Marque le pas. Marque le pas, Oui. marque le pas, et vous présentez, dans le fond, des films où l'on met en valeur des individus qui, vous parlez de la volonté, vous parlez aussi du fait, en général, ils n'ont plus de contact, ils n'ont plus de parents, c'est-à-dire ils sont extraits d'un milieu social, et peut-être que le coach le substitut, n'est-ce pas, des parents, mais hors de ce contexte social, qui effectivement réussissent. En plus, comme vous dites, il y a une reconnaissance, je ne sais pas si c'est le terme, social, mais attention, c'est l'individu seul qui gagne et la communauté se reconnaît en lui, ce n'est pas le groupe qui réussit, etc. Or, la question que je me pose, vous dites, oui, enfin, pour essayer d'expliquer la chose, vous dites qu'il s'agit de présenter un désirable crédible, je crois. Et je me demande si on ne peut pas aller plus loin, employer peut-être un terme qui maintenant ne s'emploie plus, il y a des mots qui sont plus à la mode, mais un peu une vision un peu idéologique, où il s'agit en fin de compte de présenter une fausse réalité pour peut-être masquer une réalité. Cette réalité, c'est que l'ascenseur social marque le pas. Je me pose la question, hein, c'est peut-être un peu brutal. Bien. Et je reviens à des termes, je sais bien qu'ils sont plus très marxistes, bien, mais j'ai eu une formation de mon âge. Nous avons lu beaucoup Marx quand j'étais étudiant. Alors, et il en reste quelque chose. De même que je ne pense pas que le cinéma soit un reflet du réel, je ne pense pas que la relation soit aussi simple. C'est-à-dire qu'au fond, la production d'illusions soit simplement fonctionnelle, visant à non plus refléter, mais masquer le réel. Voilà. En tout cas, je ne les poserai pas au départ, parce que si vous le posez au départ, vous ne pouvez plus travailler. Donc je pose au départ plutôt qu'on a, le produit culturel fabrique, encore une fois, des formations de compromis. Ça me convient bien en ce moment, ce terme-là. Des formations de compromis entre des désirs individuels, collectifs, etc. et des interdits qui sont des interdits bien réels, alors pour le coup, et que, voilà, et que la société, enfin, plutôt les producteurs culturels, proposent des espèces de solutions idéologiques, provisoires d'ailleurs, parce que je ne sais pas, dans 10 ans ce sera peut-être différent. Alors je dirais là, je vous rejoins, pour faire que le monde se tienne. Voilà. Et vous voyez, c'est pas pareil de dire on leur envoie des illusions, parce que c'est pas que des illusions. C'est-à-dire on voit effectivement les coûts de la montée, on voit l'origine sociale modeste, on voit que pour les filles c'est beaucoup plus compliqué, ne serait-ce que parce que souvent elles rentrent dans un monde d'hommes. Donc il y a des formes de réalisme social considérables dans ces films. Donc vous voyez qu'on ne peut pas parler de fonction simple. Je préfère travailler sur l'ambivalence, l'ambiguïté de ces produits parce que voilà, ils sont nécessaires pour que ça tienne dans leur ambiguïté, au fond que le monde social tient. Le monde social par rapport à la réussite sociale, il est ambivalent. Les dominants sont ambivalents. Au fond, même les dominants sont ambivalents. Les dominants, ils ont besoin d'écrémer aussi. C'est-à-dire ils ont besoin de temps en temps faire monter socialement les meilleurs. Bon. Mais il ne faut pas que ça inverse le système. Mais il y a des universités, des institutions, etc., qui a cette visée de faire monter quelques-uns, malgré tout. Ça existe. Accorder la réussite, tout ça. Voilà. Donc ça existe. Il y a des formes d'ambivalence. On intègre on veut bien intégrer quelques étrangers, par exemple,
Mais il ne faut pas que ça prenne une forme excessive au point que, etc. Enfin, après, vous connaissez les fantasmes que ça génère. Bon, voilà. Donc, le monde social est plus compliqué. Il n'est pas manichéen. Il n'est pas simplement... la volonté de parvenir de certains, elle peut être bien accueillie, à certains égards, pas trop mal accueillie dans le monde social. C'est pas si simple. C'est pas que de l'obstacle. Excusez-moi, je vais vous couper. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon train. Au revoir. Et puis, Voilà, donc au pensez 28 novembre. à la Oui, pièce de Guillermo, Pardon. Le 28 novembre. à la pièce donc, de il y a Guillermo le projet. 28. Voilà, Super. au revoir. Autre Au revoir, remarque, merci beaucoup. Merci, au revoir. autre insatisfaction, question, oui, Je reviens sur le questionnement sur la technologie américaine. ouais. Dans les universités américaines, les étudiants font beaucoup de sport et ils deviennent, on croit savoir que quand ils sont très très bons en sport, ils défendent les couleurs de l'université. Est-ce que j'en reviens à ce questionnement sur cette culture au niveau de du don de la victoire pour l'université, pour la nation, pour... Ah oui. Je reviens sur ce questionnement. Alors, oui, il est possible qu'il y ait dans la... Pour moi, pardon, dans la culture européenne, Oui. Alors, il est possible que, oui, ce soit que cette espèce d'intérêt pour la réussite, et une réussite qui rentre à son collectif, c'est peut-être plus intense dans cette culture-là parce qu'elle existe à l'université. Il se trouve que tous les films dont je vous parle, il ne s'agit pas de sports qui sont des sports, par ailleurs, privilégiés par l'université. Mais il est possible que cette habitude sociale de ceux qui vont à l'université, peut-être a des effets sur cette obsession de la réussite qu'on donnera vertueusement à son groupe. Je ne sais pas, il faudrait voir, mais c'est une hypothèse. Oui. Je vois que vous vous intéressez dans vos travaux au mode d'exercice de la domination sociale. Et justement sur ce sujet de coach-coaché. Qui est l'agent dominant? Quel est l'agent dominant dans cette relation coach-coaché? Parce que moi je la vois systémique. J'ai l'impression qu'ils sont tous les deux dominés par le système ou l'idéologie, mais qu'il n'y a pas de relation de domination véritable entre les deux. Oui. Vous, comment vous voyez la chose? Oui, je pense que vous avez raison. C'est-à-dire que dans les films, on voit plutôt... Alors, il y a des cas où c'est une domination terrible. Whiplash, le professeur, je ne sais pas si vous avez vu ce film, est d'une cruauté terrible à l'égard de ses élèves en général, pas simplement le jeune héros. La relation ne va s'inverser qu'à la fin pour lui. À la fin, il va être plein d'admiration pour son poulain, quoi. Mais dans la plupart des films, c'est vraiment l'échange qui est important. Et alors, oui, c'est l'échange qui est important. C'est-à-dire que, en tout cas, c'est ça qui est mis en scène. Il n'empêche que reste que, peut-être parce qu'encore une fois, le coach doit incarner les coups pour s'en sortir, il est quand même montré comme quelqu'un qui a un pouvoir sur l'autre et qui s'en sert. Voilà, je répondrai comme ça. Je ne répondrai pas en termes de domination, mais au vu de l'analyse que j'ai faite, à savoir qu'il faut montrer ses coups de manière insistante, c'est le réalisme social, là, du metteur en scène, le coach est dans plein de situations en capacité d'imposer son pouvoir sur l'autre. Voilà. Donc je ne parlerai pas de domination stabilisée, parce que très vite dans le film, l'échange se fait... Et puis, un échange, j'ai trouvé un père et moi, j'ai trouvé un fils. Une fille. Oui, pardon. Sauf que pour le coach, il faut qu'il soit crédible. Oui. Parce qu'il va être jugé sur ses performances, enfin les performances de son coaché. Oui. Et on est justement dans une société où il y a le culte de la performance, comme disait Alain Ehrenberg, oui. Et que la fameuse phrase de ces gars-là qui dit « Si à 50 ans, vous n'avez pas une Rolex, vous avez raté votre vie », c'est quand même très significatif d'une société qui veut que si on n'est pas performant, on n'existe pas. C'est-à-dire que les gens qui arrivent en disant « moi ce qui m'intéresse c'est d'être heureux », je leur souhaite bien du courage, je veux dire malheureusement, je veux dire c'est un point de vue là que j'explique, que j'aimerais savoir
comment vous jugez notre société qui est, si vraiment la performance a gagné tout, est en train de tout gagner, ou bien est-ce qu'on assiste à un retour un peu à un bonheur simple, on va dire, pour être très caricatural? Alors, je vous répondrai au vu de mes films, hein, de mon corpus. Dans ce corpus, les coachs sont toujours légitimes. Il y a un cas sur les 24 où le coach n'est pas légitime. C'est le cas de cet héritier d'une grande famille dans Foxcatcher. Et du coup, il va s'apercevoir c'est-à-dire qu'il n'est pas lui-même performant. Voilà, il coach, il veut coacher, mais il n'est pas performant, il est gringalet, il ne sait pas catcher, il se montre à un moment donné en train de faire du catch et il est absolument ridicule. C'est vraiment un héritier qui est physiquement atteint par son héritage. Et ça va très mal finir. C'est un cas où le coach va tuer l'athlète. Bon. Ce qui montre bien qu'inversement, dans la totalité des cas, la figure du coach, il est pris par la figure de la performance, parce qu'il est lui-même performant. Il a été toujours un grand personnage. Il signe des autographes comme ancien athlète. Il est vu à la télévision. L'athlète se visualise les exploits passés de son... Donc non, dans ces films sont complètement bu par l'idéologie de la performance, vous allez être déçus, au point que le coach lui-même est une figure de la performance. Et quand il ne l'est pas, comme dans Foxcatcher, le récit devient autre, et pour la première fois, le coach tue sa créature. Parce qu'on a vu à quel point il n'était pas du tout à la hauteur. Et là, il ne supporte pas qu'on les fait. Donc voilà. Donc là, dans les films, c'est très décevant, quoi. Finalement, dans ces histoires-là, où elle est l'histoire des sujets, autant l'histoire du coach, même, j'ai envie de dire, son histoire, son passé, enfin, Oui. tout ce qui va faire sa filiation, il y a comme une perte ou une rupture et qui se rencontre un peu sur cette chose-là, sur quelque chose qui est quand même finalement, ils sont orphelins de tout, enfin, ils se sont presque trouvés dans la même faille, quoi. Le coach et le coaché. Oui. Ils ont un manque. Ouais. Ils ont un manque et ce manque, ils vont le combler ensemble dans la performance. C'est la performance et le comblement du manque. Et dans les films où ce sont des femmes, on leur inflige un sacré manque parce qu'il leur manque un bras, les yeux, etc. Mais oui, mais elles ont autre chose. Pardon ? Elles ont fait la maternité. Alors, c'est une des propositions que font certains réalisateurs masculins, pas les femmes. Hein. Il y a très peu. J'ai oublié de dire quand même que les filles, ce sont des filles, ne sont pas les réalisatrices, il n'y a que 3 femmes qui ont fait les films. Et effectivement, moi je ne marche pas, ce truc-là. La maternité ? Oui, je ne marche pas. Ce n'est pas de faire des enfants, c'est la capacité d'en faire. Oui, bien sûr. Mais je ne marche pas à cette... Je vais vous dire pourquoi je ne marche pas. Parce que dans Moi, Tonia, qui est un film dans lequel on voit une petite fille à l'âge de 3-4 ans avoir un désir monstrueusement important de patiner. Et personne ne le comprend. En tout cas, elle est présentée comme ayant un désir originel, naturel, de patiner. Et la mère, qui est une fille des classes populaires, dit « je ne sais pas d'où elle tient ça, il se trouve qu'elle a fait du patinage avec l'école. » Et depuis, voilà. Et cette gosse a un désir terrible. Tout le film va permettre de casser ce désir, de l'interdire. Donc elle va être interdite de ce désir. Le bandeau qu'a rajouté le metteur en scène masculin à la fin du film dit elle est retournée habiter à je ne sais pas où, elle a eu un enfant, point. Elle veut qu'elle sache elle veut qu'on sache qu'elle est une bonne mère. Et ce bandeau-là est une restitution de ce qu'un psychanalyste pourrait dire, ce que vous avez fait. À savoir, les désirs féminins de réussite individuelle ne valent pas. La seule chose qui vaut, en dernière analyse, c'est surmonter la manque, ce qu'on a dit tout à l'heure, la castration, le manque, grâce à la maternité. Cette théorie-là est une théorie analytique, voilà, mais mon exposé est évidemment en porte-à-faux par rapport à cette théorie analytique. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des désirs féminins qui tiennent à la maternité,
et qu'il y a, dans tout être humain, des désirs qui ne tiennent pas au comblement de la castration par la maternité. Or, ces désirs-là sont interdits pour les femmes. En tout cas, dans ces films, ils sont interdits pour les femmes. Voilà, je vous répondrai comme ça. Et c'est prudent, hein. Je connais la théorie analytique, je sais bien que tous ces gens-là comblent un manque, le même manque, voilà, en se retrouvant l'un l'autre. Mais le prix de consolation de la maternité, enfin moi je l'interprète comme un prix de consolation parce qu'il y a un refus de prendre en compte un désir, un autre désir, quoi. Et là, dans Moi, Tonia, c'est marrant parce que le metteur en scène n'a pas pu s'empêcher de le voir. Il le condamne à la fin, mais il ne peut pas s'empêcher de le voir. Et Whiplash, ce qui est extraordinaire dans Whiplash, c'est le désir du mec. Je vous assure qu'on est pris, il est là, et il est en train de surpasser tout ce qu'on peut faire en termes de batterie, et vous êtes pris là-dedans. Il y a donc quelque chose chez l'être humain qui est un désir pas de gagner le trophée, hein, mais de réussite à l'état pur. De puissance. Oui, je ne sais pas. Si vous voulez, puissance, c'est un terme un peu négatif. Non, pas oui, de puissance. Peut-être, vu l'heure, peut-être une dernière question. Je vais vous poser une question. Ce sera la dernière. Plus fort. Cette espèce de mode actuellement où les gens ne veulent plus gagner, ils veulent être coach. Énormément, l'école de coach, c'est pas surprenant. Alors, la seule chose que je peux vous répondre dans la réalité du monde social et pour la France, c'est que j'ai eu une étudiante qui a fait pendant 3 ans un début de thèse. Je regrette toute ma vie qu'elle n'ait pas été jusqu'au bout. Mais bon, elle a voulu faire autre chose, absolument légitime. Sur les coachs, elle a fait un truc sur le développement personnel et elle a découvert que la plupart des gens qui soit faisaient du développement personnel, soit devenaient coach, sont des femmes qui, à un moment donné de leur histoire, subissent des échecs. Donc, et c'est des échecs de 2 ordres, en général dans l'entreprise, des difficultés rencontrées dans l'entreprise, des cadres, des filles de classe moyenne sup, hein, ces filles qui font du coach ou du coaching. Elles rencontrent des difficultés dans l'entreprise d'intégration, de réussite, plafond de verre, etc. Et des difficultés dans le couple. C'est un moment de séparation, de divorce, de conflit avec le conjoint, etc. Et à ce moment-là, elles se mettent, alors je ne sais pas comment s'opère la conversion, hein, mais elles se mettent dans la position de devenir coach. Là, il faudrait faire un vrai travail sur voilà, l'avantage de cette conversion. Mais beaucoup de femmes. Hein. Bien. L'heure est venue donc de remercier Madame Dominique Mémy de la conférence. Je crois que nous pouvons l'applaudir. Pardon ? Oui, et puis avant de nous quitter, je voudrais rappeler les prochaines rencontres. D'abord, bien entendu, je crois qu'on en a parlé, le 28 novembre, surtout, retenez la date, la pièce, donc, j'ai un nouveau projet, vous avez vu l'auteur et le metteur en scène ici, et ensuite, ça concerne la Maison du Théâtre. Hein. Bien, en ce qui concerne l'Université populaire, la séance du 6 décembre est également une collaboration avec la Maison du Théâtre. Alors, il s'agit enjeux et usages sociaux et politiques de l'œuvre d'Annie Ernaux. C'est autour d'une pièce, une femme qui est tirée d'un roman d'Annie Ernaux, qui s'appelle d'ailleurs, c'est un titre éponyme, hein, Une femme, et la conférence sera animée par une sociologue, c'est Madame Isabelle Charpentier, qui va travailler autour de la représentation, de la réception, n'est-ce pas, de cette pièce. Mais je tiens à préciser, tu peux le faire préciser, Jean-Louis. Avant, il y aura autre chose. C'est la réception de l'œuvre d'Annie Ernaux. Oui, la réception de l'œuvre d'Annie Ernaux. Et puis avant, je crois qu'il y a avec des universitaires un travail. Il y a une autre rencontre qui aura lieu juste avant, en fait, qui est une collaboration avec l'université. Oui. Et là, avec une chercheuse sur l'écriture. En littérature. Alors, sur l'écriture d'Annie Ernaux. Là, le travail sur la réception, c'est un travail de sociologue. Étant donné qu'Annie Ernaux aussi, on sait, entretient avec ses lecteurs et ses lectrices des liens épistolaires importants, etc. Donc c'est un travail là-dessus. Et auparavant, donc ça sera sur l'aspect de l'écriture elle-même,
l'aspect beaucoup plus littéraire de la chose. Et le 6 décembre, c'est devenu traditionnel pour l'Université populaire, nous recevons Jacques Darras, qui fera conférence lecture de texte à la Comédie, là, de Picard. Voilà, je vous remercie et vous souhaite donc une bonne soirée. Il y a donc 3, vous voyez bien, activités avant les vacances de Noël. Moi, j'ai